si nous en sommes arrivés en 2006 à décider de la révocabilité de la nationalité congolaise ou bien du caractère unique et exclusif de cette nationalité, c'était dans le contexte sécuritaire dans lequel nous baignons. Et moi, j'ai une idée, d'ailleurs, qui est de plus en plus répandue, c'est que il faudrait continuer avec cette tendance à veiller sur la question de la nationalité parce que nous sommes vraiment devant le risque d'avoir une colonie de peuplement qui nous viendra d'ailleurs. Bonjour à tous et bienvenue dans l'entretien du jour. Aujourd'hui, nous allons en République démocratique du Congo. Ce pays est-il réellement vers un remaniement du système politique? Et pour en parler, j'accueille Patrick Moukania. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes ex-candidat du gouverneur Kasaï oriental. Exact. Vous êtes donc issu, on va dire, de la province du chef de l'État. La RDC a un tournant décisif aujourd'hui avec les alliances qui se dessinent, les défis politiques. Et donc, on se demande vraiment, avec tout ce remaniement du système politique, est-ce que Félix Tshisekedi est en train de briguer un troisième mandat avec cette révision constitutionnelle? Alors, déjà, merci, Madame Danelli, de m'avoir invité à votre plateau. Et c'est vrai qu'on aborde l'échange directement avec une question essentielle qui concerne l'avenir de notre pays. Et nous sommes à une étape de notre histoire qui appelle de profondes réformes. Et nous observons ici que le premier d'entre nous, ça veut dire le président de la République, chef de l'État, de la hauteur de sa position en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, a estimé qu'il était désormais de bon aloi, mais aussi urgent, de procéder à des réformes qui vont conduire donc à ce que vous avez appelé un remaniement du système politique, mais pas que. Et le président de la République lui-même, pour qu'on y arrive, a dit qu'il fallait que l'on procède à des réformes constitutionnelles. Et c'est vrai que ça a appelé des remous au niveau de la classe politique et même des forces vives, mais qu'à cela que l'on dise directement qu'il est question de vouloir briguer un troisième mandat, je ne le pense pas, parce que au-delà même des procès d'intention qui sont faits à ce sujet, il a lui-même, donc le président de la République, précisé la question et a clairement dit qu'il n'en était pas question. Il est plutôt question de donner et de doter la République d'une constitution qui lui ressemble. Et pour moi, c'est quelque chose de bien à ce stade de notre vie nationale. Et que pensez-vous donc de l'opposition qui disent dès le début que de même Tshisekedi est arrivé au pouvoir avec un coup d'État électoral et qui dirait que là, pour cette fois-ci-là, il veut encore remarquer le coup? Qu'est-ce que vous répondez face à ces Alors je ne sais pas ce qu'on va appeler coup d'État électoral. Je suis naturellement déjà de nature républicain. Je suis un républicain et je sais que par deux fois, il y a eu élection et qui, in fine, ont porté le président Félix Tshisekedi à la tête du pays. Et les institutions judiciaires de la République, donc la Cour constitutionnelle, nous a dit qu'au terme de ces différents processus, par deux fois, le président Tshisekedi a été élu. Et donc c'est lui qui... Même malgré les problèmes de logistique et les élections prolongées. Alors ici, il est question de préciser qu'il n'y a pas d'œuvre humaine parfaite. Et moi-même, je puis quand même aussi le dire que tout n'était pas parfait. J'ai été candidat, vous l'avez dit, gouverneur, mais j'avais aussi avant été candidat député national. J'ai aussi été candidat sénateur. Et je puis rassurer ici effectivement qu'il y a encore beaucoup à refaire. Il y a même à redire sur la manière dont le processus et les différents processus électoraux sont conduits dans notre pays. Mais ça ne veut pas dire à cela que tout est noir. Ça, c'est faux. C'est l'image que l'on veut transmettre au-delà de la RDC. Et puis, concernant le président de la République, que les oppositions parlent, ils sont dans leurs droits. Et je ne suis ni de l'opposition, ni de la majorité d'ailleurs, mais il est indéniable que chacun d'entre nous, même les différents membres de l'opposition, sait
que, quelles que soient les difficultés que nous avons connues et certaines irrégularités, le président de la République a été élu haut la main. Ça a été vu clairement, parce que je vous dis que j'étais candidat député, et déjà de la circonscription où j'étais, ça criait sa victoire, et il a été élu. Alors, est-ce que tout était parfait? Non, et d'ailleurs loin de là. Mais quand même, rassurons notre peuple et aussi les différents partenaires nationaux et internationaux que le président Tshisekedi a été élu, ça c'est clair. Alors, quelle est votre position alors dans cette révision constitutionnelle? Alors, faut-il la faire? Révision constitutionnelle ou même changement de la Constitution, moi je ne suis même pas dans les deux bouts de ces questions-là, ni révision, ni changement, si la question est abordée dans ce sens-là. Pour moi, le pays est buté à des vrais défis en ce moment-ci, et depuis le 18 février 2006, où la Constitution actuelle a été promulguée et donc en vigueur, jusqu'à aujourd'hui, on a constaté qu'il y avait beaucoup de limites, il y avait beaucoup de dysfonctionnements dans son application. Et au-delà de la Constitution même, le pays, dans sa gestion, demande aujourd'hui que l'on puisse le redéfinir un peu et donner une nouvelle image à ce pays. Et pour moi, au-delà de la révision de la Constitution, il faut qu'on procède à des vraies réformes, pas que de la Constitution. Et c'est même pour ça que j'entends demander au président de la République si une commission technique devrait être mise en place, que ça ne soit pas une commission technique pour changer la Constitution. Dans le contexte congolais, ça sonne très mal, mais une commission technique pluridisciplinaire qui devrait réfléchir à tout ce qu'a connu le pays depuis 20 ans et de voir dans quelle mesure on peut lever des options, entre autres celle de procéder au changement de la Constitution. Et c'est mon avis, nous devons procéder au changement de la Constitution pour donner et doter à ce pays une Constitution qui lui ressemble. En tout cas, il y a eu beaucoup de manifestations contre cette Constitution-là. Il y a eu même aussi des alliances politiques, notamment avec Moïse Katumbi et Joseph Kabila qui se sont rencontrés en décembre à Addis Abeba. Selon vous, y a-t-il vraiment un projet de résistance républicaine ou des intérêts politiques à travers cette alliance Katumbi-Kabila? Mais déjà, moi, excusez-moi madame, déjà je ne suis pas une personne qui aime parler des individus, parce qu'ici il s'agit de l'avenir de notre pays, ce n'est pas une question d'individus, et je puis reconnaître l'envergure des personnes que vous citez. Joseph Kabila, ancien président de la République, pour qui ici nous avons du respect. Moïse Katumbi, ancien candidat, ancien gouverneur de la province du Katanga. Et c'est des personnes pour qui nous avons beaucoup de respect pour l'œuvre politique qui est la leur et l'engagement qui est aussi le leur. Mais ici, je ne sais pas, leur alliance, c'est contre quoi? C'est contre la réflexion d'un peuple. Le peuple, les différents peuples, à un moment donné de leur histoire, peuvent toujours s'arrêter lorsqu'ils examinent comment les choses se sont passées et décider de réfléchir. Et ici, nous sommes devant une constitution qui a été élaborée dans les contextes que nous connaissons. Un contexte de belligérance où les différents groupuscules armés se sont retrouvés à Sun City et ils ont là eu à produire un accord global et inclusif dont les matrices principales ont conduit à la rédaction de notre Constitution. Et quand on parle de belligérance dans ce contexte-là, nous savons très bien que tous les groupes armés étaient parrainés par certaines puissances et certains pays qui aujourd'hui nous font la guerre. Et on ne peut pas permettre qu'une constitution qui a été enfantée dans ces conditions-là, et même dans son exercice, dans son application qui a montré ses limites, continue à nous régenter. Ce n'est pas possible. Il faut une constitution qui nous ressemble. Mais vous arrivez quand même à mettre à la place donc, de ces opposants-là, en tout cas Katumbi et Kabila, qui disent que non, il faut vraiment ne pas révisionner cette constitution, aller en l'encontre, enfin justement pas à l'encontre du peuple, parce que le peuple congolais s'est aussi manifesté. Est-ce que vous arrivez à comprendre cette alliance? Non, mais on continue en fait à constituer des groupes uniquement parce qu'on veut s'attaquer aux personnes. Ici, on n'est pas là-bas. Je ne suis même pas en train de parler du président de la République, ni de Katumbi ou de Kabila. Ici, il est question d'avoir la lucidité nécessaire et même la dignité nécessaire de comprendre que nous devons nous doter d'une constitution qui nous ressemble, pas une qui nous a été imposée ou qui a été élaborée dans un contexte que nous connaissons. Et on n'a pas besoin d'entrer dans le débat technique aujourd'hui, ce n'est peut-être pas le lieu de ce débat, mais il est clair que cette constitution a été élaborée avec un esprit qui n'est pas l'esprit
congolais. Il y a eu un esprit qui a, on va dire, mélangé beaucoup d'intérêts qui sont obscurs et que nous ne maîtrisons pas. Et quand on fait l'inventaire des différentes dispositions de cette Constitution, nous nous rendons compte effectivement qu'il y a des pièges qui sont disséminés par-ci, par-là et qui doivent être absolument déboutés, ça c'est clair. Est-ce qu'il faut craindre un peu le retour de Kabila sur la scène politique? Non, mais pourquoi craindre le retour de M. Kabila? Il est congolais, citoyen congolais. Il a été président de la République. Si les lois actuelles lui permettent de revenir dans la scène politique, ce n'est pas un souci. S'il y a même une nouvelle constitution qui lui permet de revenir, il n'y a pas de souci. Ici, nous sommes dans les textes, dans les différents fondamentaux qui permettent l'exercice de l'activité politique. Qu'il soit là, qu'il ne soit pas là, ce n'est pas un souci pour nous. C'est un citoyen congolais. Si, dans les limites de la loi, il a les capacités d'exercer, il le fera. En tout cas, pour les citoyens congolais, c'est important. Et d'ailleurs, on aimerait savoir où est leur place. La vision même du président Félix Tshisekedi, c'est le peuple d'abord. Dans tout ça, le peuple, il en gagne quoi? C'est surtout pour ça même que j'aimerais que l'on puisse échanger. Le peuple. C'est ça. Au travers les différents textes qui régentent sa vie, donc dans la société, non pas les individus, même pas le président de la République, même pas tous les ténors de la politique. Madame Denili, je veux vous dire quelque chose, c'est que nous sommes, nous, de notre génération, fatigués de ce qu'on a reçu comme héritage politique jusqu'ici. Tout se tourne autour des individus. Et ils en sont d'ailleurs conscients, ce qu'on appelle les ténors, parce qu'ils se disent, voilà, tout le monde va s'agglutiner autour de nos positions, on lancera des mots d'ordre, et voilà, par la manipulation, on va empêcher les gens de réfléchir. Ici, il y a deux problèmes. Ce que nous sommes en train de vouloir faire ici par les réflexions sur les réformes constitutionnelles, c'est un aspect. La gouvernance en est aussi un autre. Le gouvernement de la République est appelé d'ailleurs à travailler pour assurer une bonne gouvernance afin de répondre aux besoins sociaux de base de ce peuple-là. Mais le débat tel qu'on l'amène aujourd'hui, on s'élève un peu en tant qu'élite. Les élites réfléchissent parce qu'ils voient 100 ans, 40, 150 ans plus tard, en même temps que le gouvernement est en train de travailler pour la gouvernance. Mais sur les questions de réforme institutionnelle, de réforme constitutionnelle, il ne peut pas être à chaque fois en conflit avec la question de gouvernance, pour laquelle d'ailleurs j'ai encore moi-même aussi beaucoup de choses à redire. Mais ça ne doit pas empêcher que les réflexions des élites se mettent en place pour voir ce que doit devenir le pays demain. Mais d'ailleurs, qu'est-ce que vous pouvez peser sur la scène politique? On sait que vous êtes donc, au-delà d'ex-candidat, vous avez été aussi dans le OCC. Oui. C'est ça. Et là, maintenant, vous lancez un mouvement, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que vous pouvez peser là maintenant dans la scène politique? Alors, c'est vrai que j'ai, comme tout citoyen, candidaté en tant que gouverneur de province, Kasaï-Oriental, mais aussi comme député national pour la circonscription de Lukunga, mais aussi candidat sénateur, comme dans la circonscription du Kasaï-Oriental. C'est vrai qu'à l'issue de tous ces scrutins, nous n'avons pas reçu le suffrage des électeurs à même de nous qualifier à être élus. Et puis c'est vrai que dans une autre vie, je suis agent de l'État à l'OCC, mais ici nous voulons lancer un mouvement pour interpeller l'ensemble de la classe politique, mais aussi les différentes composantes des forces vives, pour dire l'intérêt de notre pays à ce stade de notre vie nationale, de nous arrêter, de faire l'inventaire de tout ce qui a été fait jusqu'ici, de réfléchir et de donner à notre peuple une constitution, mais pas que, mais de donner à notre peuple une physionomie qui lui permet d'être respecté. Parce que aujourd'hui, le débat se cristallise autour du changement de la Constitution. Mais ce qui nous intéresse, nous, ici, ce n'est pas que la Constitution, c'est que des réflexions profondes soient engagées sur l'avenir du pays. Si ça doit appeler, in fine, entre autres, au changement de la Constitution, il n'y a pas de souci à cela. Si ça doit appeler que l'on crée des commissions pour que l'on réfléchisse sur les modifications de la Constitution, il n'y a pas de souci. Mais nous voulons ici interpeller, pas que le chef de l'État, mais l'ensemble des institutions de la République, l'ensemble de la classe politique, sans voir les clivages, l'ensemble des composants des forces vives, pour qu'on leur demande que l'on puisse avoir la lucidité nécessaire, que l'on puisse s'apaiser et que l'on réfléchisse à ce que nous voulons de notre pays aujourd'hui. Madame Danili,
Nous sommes la RDC, butée aujourd'hui à une guerre qui nous est imposée par le Rwanda. On ne va pas le cacher. Et moi-même, j'ai souvent été à l'est du pays. J'étais à Kibumba, j'étais à Kanyabayonga, pas Kanyabayonga, j'étais plutôt à Kanyaruchinya. J'ai vu de mes propres yeux comment ces populations souffrent. Et cette guerre nous vient de très loin. Il est temps aujourd'hui que l'on puisse s'asseoir et que l'on réfléchisse sur ce que nous voulons faire de notre peuple dans l'unité et la cohésion nationale. On n'a pas besoin des petites guéguerres, on a besoin que le président de la République, dans son rôle de chef de l'État, prenne des dispositions pour rassembler le peuple congolais et procéder aux profondes réformes et rassembler tout le monde autour de cette question et ne pas se laisser aller par les voies des gens de la cour qui risquent de lui permettre d'aller en force et de ne pas obtenir l'adhésion de l'ensemble de notre peuple. Vous souhaitez vous présenter aux prochaines élections présidentielles de la RDC? Ah non, d'ailleurs, déjà on n'est même pas à ce stade-là. Vous y pensez quand même? Préparer le terrain? En fait, ce qui est clair, je réponds aux critères de par la Constitution actuelle. Ça veut dire que le critérium établi ne m'empêcherait pas de me présenter au cas où, mais ce n'est pas le sujet. Ici, le sujet, c'est vraiment que l'on puisse réfléchir à comment on peut aborder la question des réformes à engager dans notre pays pour que l'on puisse assister à sa refondation. On va parler maintenant des influences étrangères, comme vous l'avez dit. Il y a beaucoup de convoitises, que ce soit même des États-Unis, du Rwanda et bien même d'autres pays, même du Moyen-Orient. J'ai envie de vous poser cette question. Maintenant, la République démocratique du Congo, elle appartient à qui? Lorsqu'on sait que, justement, avec la récente arrestation des Chinois, qui ont été donc arrêtés avec plus de 12 tonnes d'or, de lingots d'or, 12 lingots d'or, il me semble, et 10 tonnes d'or, en tout cas. Le Congo, maintenant, aujourd'hui, il appartient à qui? Pourquoi on n'arrive pas à le protéger? Non, le Congo appartient aux Congolais. Le Congo a des institutions établies. Le Congo assure, par le biais des différentes institutions, la souveraineté sur son territoire. Mais c'est vrai que nos richesses font en sorte que nous sommes désormais la proie des vautours. Et vous avez cité certains pays, moi je cite celui qui est nommément ciblé comme tel par le dernier rapport encore des Nations Unies, le Rwanda, qui nous fait la guerre parce qu'il cherche à imposer une colonie d'exploitation, mais au-delà même une colonie de peuplement, parce que ce qui est en train d'être fait aujourd'hui, au-delà des richesses qu'on est en train de nous prendre, c'est vraiment essayer par la malice d'intégrer des populations qui ne sont pas congolaises pour créer la confusion. Et c'est devant ces genres de défis que j'en appelle à notre peuple, à l'unité et à la cohésion nationale, autour du commandant suprême, autour du président de la République, suivant les initiatives qui seront les siennes. Est-ce que ce Congo, nous n'avons que lui, ce Congo comme pays. Et elle peut se battre seule justement contre ces prédateurs-là ou faire des partenariats avec ceux qui convoitisent en tout cas la RDC. Il y a moyen de faire ce partenariat où il faut que la RDC soit forte et donc abandonne les États-Unis notamment. Et pourquoi pas faire la paix. En tout cas, il y a des échanges avec l'Angola en ce moment qui n'ont pas vraiment abouti, l'Angola en étant un intermédiaire. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut se battre seul ou faire appel à des partenaires? Bon, on doit avouer que c'est toute la complexité de la gestion publique, qu'elle soit sur le plan diplomatique, que ce soit sur le plan militaire et je ne sais quoi. Mais la force des animateurs des institutions, c'est aussi d'aborder ces questions avec beaucoup de lucidité et de voir comment est-ce qu'ils peuvent apporter des solutions. Et nous sommes à ce stade en train de travailler pour que dans la concorde, que l'on amène des solutions et que l'on garde et qu'on maintienne les bons rapports avec les différents partenaires à travers le monde. Mais je pense que l'actuel gouvernement, avec le président de la République en tête, est en train de travailler pour maintenir une bonne gestion de la situation, bien qu'elle est assez délicate. Et qu'en est-il des enjeux économiques? C'est parce que, étant donné que la RDC est beaucoup convoitée, même vous êtes donc issu de la province du Kasaï-Oriental avec les mines, qu'est-ce qu'on fait de nos richesses maintenant avec les infrastructures qui ne sont pas forcément abouties, l'accès à la santé aussi qui est assez difficile et surtout l'éducation. Maintenant, quels sont les grands enjeux, les grands défis à amener en RDC? C'est vrai que les défis sont multiformes, ils sont immenses
Et c'est pour ça que notre mouvement vise la refondation du pays en lui-même. C'est une solution qui peut aboutir. En commençant d'abord par la restructuration du cadre de sa gestion institutionnelle qui a montré ses limites. Et après, il faut bien sûr passer à la question de gouvernance et en assurant une bonne gouvernance. C'est vrai que l'éducation, pour moi, c'est le socle même. De ce qu'il faudra accomplir pour implémenter une gestion structurante à même de nous conduire au développement. Et je pense que le gouvernement actuel se devra de tout mettre en œuvre pour définir des politiques publiques qui appellent à la réforme du système éducatif en vue de faire en sorte qu'on puisse avoir une éducation qui nous permettent de répondre aux besoins réels de nos communautés. Vous avez parlé ici de l'économie. Nous sommes, la RDC, le pays qui dispose de quasiment 65% des réserves en cobalt aujourd'hui. Et le cobalt qui participe en fait à la transition énergétique à l'heure actuelle. Et nous avons autant de réserves pour le coltan, autant de réserves même en termes de forêts vierges avec le bassin du Congo qui participe aussi à la transition écologique. Donc il faudrait ici que l'on puisse avoir des politiques publiques qui nous permettent de comprendre que nous sommes la solution à ce stade, à l'heure actuelle, à cette époque de la vie des États, la vie des nations, pour assurer aux différentes transitions, qu'elles soient numériques avec le coltan, énergétiques avec le cobalt, mais même aussi écologiques avec le bassin du Congo. Et ça, maintenant, c'est où ça ouvre le débat sur la gouvernance. Mais aujourd'hui, je ne pense pas que c'était vraiment pour ça qu'il fallait entrer. Mais c'est des vrais débats qui appellent à ce qu'on ait des gouvernants conscients des enjeux et puis qui ont l'inventivité nécessaire pour mettre en œuvre des politiques publiques adéquates. Et pourtant, cette gouvernance, elle est assez orientée aussi en lien avec la justice qu'on définit de malade en RDC. Oui. Vous avez vu notamment l'affaire des Koulouna qui s'est déroulée, donc même la mise de la peine de mort en RDC. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes pour ou contre, pour faire un petit aparté, pour ou contre la peine de mort en RDC? Déjà, je suis juriste à la base. Et il est un principe chez nous en droit qui dit « nullum crimen, nulla poena sine lege ». Ça veut dire que pas de peine, donc pas de crime et pas de peine si ça n'a pas été prévu par la loi. Et je pense que nos juges, s'ils arrivent à condamner à la peine de mort une infraction qui a été établie comme telle en dernier ressort et suivant les procédures qui ont été suivies, ça veut dire que c'est conforme à la loi. Maintenant, la peine de mort, c'est une question qui touche quand même l'ensemble de la société mondiale. Et c'est à peine qu'on vient de lever le moratoire, parce que pendant plusieurs années, près de 20 ans, il y avait un moratoire contre la peine de mort, mais elle n'avait jamais été abolie en RDC. Mais avec le contexte assez particulier de ce que nous traversons, nous avons levé ce moratoire. Maintenant, nous espérons que la justice fera en sorte que les différentes procédures qui doivent aboutir à des condamnations et surtout à l'exécution des peines de mort, que ces procédures soient suivies. Maintenant, si la classe politique ou bien la conscience collective va à un moment donné estimer que l'on doit retourner au moratoire ou carrément abolir la peine de mort, il appartiendra à l'avenir de nous le dire. Parce que c'est ce que pointent justement les Congolais, ce défi sécuritaire en RDC, on ne se sent pas en sécurité, ça fait partie même des points majeurs vraiment à trouver une solution à ce sujet-là. Les personnes, enfin certains internautes disent que ces Koulouna-là, c'est l'État, le système qui les a abandonnés et qu'il faut au contraire les suivre, faire un suivi parce que c'est des jeunes. Comme vous l'avez dit, l'éducation, il y a encore de la marge à faire. Quelle solution? Est-ce qu'il faut vraiment les accompagner ou comme certains internautes disent, l'État a abandonné. Dans ces cas-là, qu'est-ce que doit faire la gouvernance? C'est vrai que la question de sécurité, qu'elle soit la sécurité comme à l'Est où l'intégrité territoriale est menacée ou encore la sécurité en termes de banditisme urbain n'est pas qu'une question éminemment congolaise. C'est vrai que même les grandes nations font face à ces genres de difficultés. Nous le voyons au Mexique, en Colombie et même à Marseille, ici, où c'est un problème assez récurrent qui met à défi les différents pouvoirs publics qui se succèdent. Et en termes
à notre niveau, en tant que RDC, nous essayons aussi de donner les réponses qui sont les nôtres. Maintenant, à dire que c'est de la responsabilité de l'État de constater ce qu'il y a, je ne veux pas dire d'emblée oui, mais c'est vrai que la gouvernance a aussi son rôle dans la question de prise en charge et de l'orientation à donner à nos enfants. Et j'espère vraiment qu'actuellement le gouvernement s'attelle à régler la question en amont pour que d'ici 5-10 ans, qu'on n'aille pas à connaître ce problème-là. On arrive vers la fin de l'émission. J'aimerais savoir, pour vous, qui dit bonne gouvernance, dit aussi l'implication, on va dire, de la diaspora. Pour vous, pourquoi la notion de double nationalité tarde encore à être mise en œuvre et qu'elle est en soi, Félix Tshisekedi a émis le fait qu'il souhaiterait la mettre en place, mais pourquoi elle est encore sous le tapis, cette double nationalité? Est-ce qu'on ne veut pas faire impliquer justement les personnes issues de la diaspora? Mais c'est toute la difficulté que nous constatons aujourd'hui avec le cadre institutionnel ou constitutionnel qui nous régit. Mais c'est vrai que si nous en sommes arrivés en 2006 à décider de la révocabilité de la nationalité congolaise ou bien du caractère unique et exclusif de cette nationalité, c'était dans le contexte sécuritaire dans lequel nous baignons. Et moi j'ai une idée, d'ailleurs qui est de plus en plus répandue, c'est que il faudrait continuer avec cette tendance à veiller sur la question de la nationalité parce que nous sommes vraiment devant le risque d'avoir une colonie de peuplement qui nous viendra d'ailleurs. Mais on peut désamorcer la chose en accordant la double nationalité pour tous les autres pays, sauf pour les Congolais qui devront l'avoir concurremment avec les 9 pays avoisinants. Mais il ne faudrait pas que l'on aborde ces questions de manière isolée comme ça. C'est tout le sens du mouvement que nous voulons lancer, où nous appelons le chef de l'État à ne pas créer une commission technique uniquement pour aborder la question de la Constitution, mais plutôt créer une commission pluridisciplinaire qui aura à réfléchir sur l'histoire de la RDC, sur tous les démembrements de notre vie nationale, et devant le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui et devant les défis de notre époque, et qui va donner un rapport, des conclusions qui orienteront désormais la marche du pays. Si cela va aboutir au changement de la Constitution, qui est d'ailleurs mon avis, tant mieux. Mais que les conclusions de cette grande commission pluridisciplinaire et technique puissent aborder toutes les questions de notre vie nationale. Et d'ailleurs, j'aimerais inviter le président de la République à tout faire dans son management politique pour inclure les différents ténors de l'opposition, et j'aimerais même qu'un membre de l'opposition chapeaute cette commission, et aussi les différentes forces vives de la nation, afin que le tournant de 2025 soit réellement un tournant 65 ans après l'indépendance, qui aura totalement refondé notre pays. C'est là aussi que la question de la nationalité pourra être abordée dans tous ses contours pour lever l'option la meilleure pour nous dans le contexte actuel. Voilà. Eh bien, merci Patrick Mounkagna, ex-candidat gouverneur du Kasaï oriental. Et nous, on se retrouve très bientôt pour de prochains Entretiens du jour sur Global Africa Télé Sud.